Jusqu'où peut aller Paul Latongandi, le ministre camerounais chargé de l'administration territoriale, qui a annoncé ou déclaré la guerre contre les associations, les ONG et églises illégales dans notre pays. Quelques premières mesures ont été prises. Il y a un tollé qui est né autour de cette sortie. Je vais, avec la réalisation, convoquer un petit tableau qui nous renseigne sur le nombre d'ONG ou d'églises en situation d'illégalité dans notre pays. On a essayé de parcourir les chiffres qui datent de 2011, 2016, 2013 pratiquement pour retrouver l'état d'illégalité pour ceux qui est des ONG et des églises. Voilà, on peut découvrir justement ces chiffres-là. Au 22 août 2013, le Cameroun comptait plus de 500 églises, donc 47 seulement étaient en situation légale. C'est dans un texte publié, un papier publié par l'agence France Presse, le 22 août 2013. Et puis le 1er juillet 2014, une autre étude proposait, restons sur les églises, au niveau de la réalisation, restons sur les églises d'abord, on proposait 688 églises qui existent au Cameroun, contre 47 en situation légale. Le papier, l'enquête a été rendue publique par l'agence de presse internationale catholique et repris par le journal Mutation. Et les textes, le rapport de 2013 avait été commandé par le chef de l'État lui-même à la suite de nombreuses dénonciations pour nuisances sonores, escroquerie, destruction des familles. Et en 2013, justement, on parlait de 47 églises qui étaient en situation régulière. La question, pasteur, jusqu'où peut aller Latongandi? La question qu'on devrait se poser, c'est jusqu'où peut aller l'Église? Pourquoi vous retournez ma question? Pour répondre à la question, jusqu'où peut aller le ministre de l'administration territoriale? Vous pensez que cette question ne se pose pas? Non, cette question ne se pose pas parce que je vais vous expliquer. Oui, expliquez. L'église dite de réveil, l'église d'abord c'est une question de volonté. On n'a pas dit église de réveil, on a dit église. Non, lui il a dit, lui, le ministre illégal. Il a dit les églises de réveil doivent emballer et partir. Moi je suis... Je vous le conseille, allons-y. Voilà, moi je suis de l'église de réveil, j'ai grandi là. Et je suis pasteur, j'assume. Ça veut dire que je connais... Est-ce que ton église est légale? Est-ce qu'elle est légale? Est-ce qu'elle bénéficie du décret du chef de l'État? Bien sûr. Donc vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas de bagage à faire. Non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'église d'abord, c'est une question de volonté, c'est la volonté de la conscience des peuples qui est incarnée en chaque individu, les convictions de chaque individu. Donc c'est une question très délicate, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on parle que c'est une question délicate, vous adressez à qui? Au ministre de l'administration territoriale? Il devrait en être... Il n'a pas pris conscience de la délicatesse du sujet. Non. C'est très sensible. C'est quelque chose de sensible. Parce qu'il s'agit des choix individuels, de convictions spirituelles et de croyances. Donc, on ne s'attaque pas aux croyances des gens par des discours qui tendent à mépriser leurs convictions. Il faut faire très attention. Ok. Parce que chacun a son... Bon, vous en avez contre le ton de Latongandi qui le dit, vous devez déjà emballer. Ça vous dit que j'arrive si vous n'emballez pas. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Il faut respecter les citoyens, il faut respecter la foi des autres, il faut respecter les convictions des autres. Mais tout cela est encadré par les lois de la République. Oui, cela est encadré justement parce que cela est encadré par les lois de la République. Ça a besoin aussi d'un ton, la manière de délivrer le message. Alors, c'est une question de conviction. Et lorsqu'on parle des églises de réveil, là, l'église de réveil, c'est quand même près de 100 ans d'existence au Cameroun, 70, 80 ans comme ça. L'église de réveil, c'est un vivier électoral. L'église de réveil... Le chantage a commencé. Non, ce n'est pas un chantage. Je vais vous montrer, je vais plus loin. Parce que je dis vivier électoral. Oui, c'est plus de 20%. D'accord. C'est plus de 20% de vivier électoral. L'église de réveil, c'est l'entrepreneuriat quand même. On ne peut plus douter de cela. L'église de réveil, lorsqu'on regarde une église comme l'église catholique, vous allez voir sur une plaque, Congrégation Marie-Cœur de Jésus. C'est un décret présidentiel. Il n'y a qu'un seul décret qui couvre toutes les congrégations qui sont à l'intérieur de l'église catholique. Il faut le souligner. Et
par enchantement, quand il s'agit de l'église de Réveil, on trouve anormal que quand un décret couvre d'autres communautés, alors que toutes les églises fonctionnent en termes de couverture. Ça, il faut le souligner. Et c'est important de le dire. C'est comme s'il y avait un problème sur la question de l'église de Réveil. C'est comme s'il y avait ça devient une cible. Moi, je pense que la cible, c'est quand même celle de ces églises, non, bien que de Réveil, mais ne bénéficiant pas du décret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui est à l'origine de la clandestinité? C'est que depuis 26 ans, voilà, 26 ans, le dernier décret présidentiel date de 1980, décembre 1998. Et comment on peut se permettre de faire 26 ans sur 42 ans sans délivrer, sans décret présidentiel? Ça veut dire que on pousse, et pourtant il y a des milliers de dossiers des églises conformes, c'est-à-dire les gens ont rempli tout ce que toute la paperasse que les institutions et les lois demandent, mais on fait 26 ans et quel est le plan? C'est d'empêcher les gens d'exprimer leur foi et maintenant de nous pousser à la clandestinité pour après dire au peuple que non, nuisance sonore, nous sommes des clandestins, nous ne voulons pas ceci. Non, est-ce que l'église de Réveil un jour a manifesté une quelconque contestation? Pourquoi est-ce qu'on peut priver des gens pendant 26 ans de leur droit de croyance, des manifestations, de leurs convictions religieuses? Il s'agit d'une question systémique. D'accord. Permettez. Oui, allez-y. Justement, il s'agit d'une question, d'une politique. Moi, je dis ça comme ça. Donc, 26 ans, pourquoi? Les dossiers sont emmagasinés, les communautés se créent. Oh, il n'y a même pas de retour. C'est-à-dire qu'on vous dit que non, il manque ceci, non, on ne vous veut même pas au niveau du pays. Ce reste un document provisoire. Il n'y a rien. On vous ignore et vous faites des années et nous sommes à 2 ans. Et vous votez le RDPC puis vous êtes indigène. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. À un an des élections, oui. Je vais vous surprendre. Ah, maintenant vous revenez à la politique. Oui. Je vais vous dire. La sortie du ministre est un coup d'éclat d'un test stratégique pour la cible d'un vivier électoral. Nous, on connaît ces choses-là. C'est un vivier électoral. Oui. Non. Voici la stratégie. Elle est simple. C'est de fermer les églises et de pousser nos pères à les supplier. Après, on va réouvrir les mêmes églises et donc, on va supplier. Oui, on va réouvrir. Je vous donne la stratégie. Après, on va réouvrir les mêmes églises. Je vous dis comment ça se passe. D'accord. Attendez, et après, on va les dimanche. Et après, on va dire que ça va passer comme un cadeau de Noël. Vous savez que c'est le chef de l'État qui vous a fait grâce de ce que vous puissiez fonctionner. Et c'est une stratégie. Et je pense qu'actuellement, ça ne va pas marcher parce que nous avons des têtes qui disent que non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. On a compris votre argumentaire. Vous aurez la parole à nouveau. Fadima, pour revenir à vous. La question elle était là, elle est toujours là. Jusqu'où peut aller à Tonganzi. Le passé semble indiquer que c'est plutôt une stratégie. D'ailleurs, que les églises sont déjà piégées dès le départ. Ça fait plus de 20 ans qu'elles attendent les décrets. Les dossiers sont déposés là-bas, à Etoudi, et il n'y a pas de décret. Vous parlez d'Atangazi ou bien du Minat? Le Minat, qui s'appelle Atangazi, non? Est-ce qu'il a un autre nom? Ok, et lorsque je parle du Minat, ça veut dire que c'est l'État du Cameroun. Oui. Qui a une réglementation. Un État qui est organisé avec des lois et des réglementations, des normes qu'il faut respecter pour un certain nombre de choses. Au-delà des églises, il y a les ONG qui, bien qu'étant des organisations internationales, sont assujetties à l'obligation de respecter les lois locales, c'est ça? Les lois de l'État du pays dans lequel ils exercent. Je m'étais posé beaucoup de questions lorsque j'ai suivi les sorties du ministre de l'administration territoriale. Je semblais ne pas comprendre, mais sauf que quelqu'un m'a permis de comprendre. Et il a souligné tout à l'heure, il a dit l'église c'est le business et l'entrepreneuriat.
Non, j'ai dit... Il a dit c'est l'entrepreneuriat. Ça vous a échappé peut-être. J'ai dit c'est l'entrepreneuriat. Nous avons... Vous créez des emplois. Nous créons des emplois. Ce n'est pas que l'Église en elle-même. Nous créons des emplois. Ce n'est pas un business comme on dit. Non, ce n'est pas un business. D'accord. Ce n'est pas un business. C'est plus clair peut-être. Vous savez, monsieur Jean-Jacques, c'est qu'on a un cerveau de moineau comme moi. On prend toujours l'habitude de noter. Pour ne pas perdre... Il a dit c'est l'entrepreneuriat. Il a pris un exemple pour justifier le business. Il dit quand vous voyez ou bien Sacré-Cœur, congrégation Cœur de Marie, elle est adossée sur un seul décret. Et justement, la personne qui essayait de m'expliquer disait que il y a une église, il peut y avoir une église qui existe légalement et vend sa couverture à d'autres succursales qui se greffent à elle pour exercer en tant qu'église. J'espère que ce n'est pas dans ce sens qu'il parle de l'entrepreneuriat ou du business. Et vous savez que quand celui-là leur permet de s'adosser, ça devient justement une entreprise. Non. Je ne vais pas plus loin. Non. Sauf s'il le fait parce qu'il est bon samaritain. Et nous savons que la charité, ça vient généralement du chrétien. Très difficilement, ça vient du clergé. C'est le croyant qui apporte là vous répondez au pasteur. Allons-y à la réponse. Et maintenant, quand on revient maintenant sur l'existence même, il a dit tout à l'heure que lui, il est reconnu. Pourquoi il a fait l'effort d'être reconnu? Pourquoi non, il n'est pas reconnu. Il a dit qu'il est reconnu. Il ne peut pas l'être. Son église a un décret. Non, il ne peut pas l'être. Son église a plus de 20 ans. Son église n'a pas plus de 20 ans. Non, son église est rattachée à une des 47. Donc une illégalité. Oui, elle est rattachée. Non, elle n'est pas illégale. Ce n'est pas illégal, c'est légal. Je refais l'église, non pas les succursales. Non, écoutez, toutes les églises, je parle à partir de l'église catholique. Et je crois qu'un homme politique a fait une sortie, parce que ça devient un problème, une question politique. Et je le dis. Est-ce que la vôtre a un décret qui lui est légal? Est-ce que vous avez en 26 ans, on n'a pas signé. Voilà. Alors nous ne sommes pas illégaux. Non, vous n'avez pas de décret. Donc vous décidez d'être illégal parce que... Mais si on refuse de vous répondre, ça veut dire quelque chose de fondamental. On est d'accord là-dessus. Si on refuse de vous répondre, si on refuse de vous répondre, la loi n'a pas de... Donc on fait de vous à Paris. Vous attendez. Non. 26 ans. D'accord. Je vais jusqu'au bout pour dire, jusqu'à présent, moi je crois que les hommes de Dieu ne disent pas de contre-vérité et qu'il a dit que ça fait 26 ans qu'on n'a pas délivré d'autorisation. Dorme là-bas dans un tiroir. Et j'ai cru entendre que son église n'a pas encore 20 ans d'existence. Bon, il dit qu'elle est légale. Je le lui concède parce que les hommes de Dieu, ça ne dit pas de contre-vérité. Mais sauf que lorsque nous venons à la réalité des faits, ce matin encore, je suivais dans un média, dans une télévision, sœur à vous, qui indiquait qu'il y a un pasteur qui s'est amené dans un hôpital avec la famille. Il venait prier sur un malade, il a débranché. Ils ont déconnecté tout. Et elle en aime, parce qu'il entendait la faire vivre, en fait, la guérir avec les prières. Ce qui était interdit de faire, le pasteur l'a fait. On reste dans ce genre de contexte. On peut la citer à l'appel, même dans cette chaîne de télévision. J'ai suivi à Espace Miné une dame qui était venue poser un type de problème. C'est vrai qu'un autre pasteur était venu répondre, mais toujours est-il que il y a des ravages, et des dérives. On est d'accord là-dessus. Mais sur ce que le pasteur dit, sur cette base, l'État du Cameroun est en droit d'inviter ces gens-là à se conformer. On est d'accord. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne qui n'est pas légalement reconnue, ou bien une structure qui n'est pas légalement reconnue, ne peut pas être poursuivie en justice. Parce que même la chapelle qui lui donne la couverture va se débider le moment venu lorsqu'il sera question que cette personne réponde de ses responsabilités. Jamais. Nous pensons que pour le moment, tant que la loi vous dit que vous n'êtes pas légal, tant que la loi ne vous permet pas de faire quelque chose, il est normal que vous ils sont en droit de penser qu'il y a quelque chose. Mais en revanche, puisque ça fait 20 ans il parle du vivier électoral. J'ai peur qu'il existe sous fond de chantage
à l'État du Cameroun. D'accord. Et là, ça fait peur. J'aimerais plus m'étendre sur les ONG parce que les églises... On va arriver aux ONG. Il a dit que c'est une question de foi. Mais les gens sont libres Vous ne répondez pas au pasteur. Moi, je ne réponds pas au pasteur. Les gens sont libres d'exercer leur foi dans la légalité. Et on peut aussi interroger la multiplication. Chaque matin, on a une nouvelle église qui naît. Ça veut dire que depuis que les 72 la sauvent, elles n'ont pas pu sauver quelqu'un. C'est avec un créant chaque matin de nouvelle église qu'on peut sauver la foi. Sur ce qui est un fait, ils observent que ça fait 26 ans, on n'a signé aucun décret. C'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Vous comprenez quand même que ces gens soient dans une longue attente, ils ont envie de sauver les âmes, mais le décret... Monsieur Jean-Jacques Zé, je viens à Info TV, je viens demander un service, peut-être un recrutement. Je dépose mon dossier chez le PDG qui le prend. Il ne me dit rien. Il s'agit que des lois de la... S'il vous plaît, le PDG ne me dit rien. Après 6 mois, 1 an, je m'amène dans votre chaîne de télévision. Il dit que comme il avait reçu, il n'a encore rien dit. Je ne vais pas continuer à attendre. Et quand il s'agit davantage des lois, des règles, elles sont faites pour être respectées. Et lorsqu'on estime que nos droits ou bien ne sont pas respectés, ou bien nos ententes, nous n'avons pas une réponse concluante ou bien défavorable à notre demande, nous pouvons encore faire un plaidoyer. Est-ce que les plaidoyers ont été faits? Et si les plaidoyers ne rejoignent pas l'assentiment de l'État, vous faites comment? Vous forcez la main? Il faut attendre. Professeur, la question est là. Jusqu'où peut aller pour la Tongandi? Le pasteur a indiqué que la situation, le problème n'est peut-être pas à leur niveau. C'est l'attente, des décrets qui n'arrivent pas. Permettez-moi de répondre sur plusieurs plans. Allez-y, professeur. Je vais répondre d'abord sur le plan structurel, je vais répondre sur le plan conjoncturel et je vais répondre sur le plan situationnel. Le plan situationnel renvoyant à ce que le pasteur a dit. Sur le plan structurel, le problème qui se pose, c'est que le domaine de la foi et le domaine de la politique sont potentiellement des domaines identiques. Voilà pourquoi dans nombre de sociétés, il n'y a pas de distinction entre la politique et la foi. Mais il y a d'autres sociétés qui distinguent la politique et la foi. Mais en fait, les deux sont à la conquête des âmes et des esprits. Aussi bien la politique que la foi cherchent à conquérir les âmes et les esprits, et dans une perspective qui se présente comme une perspective de salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout État a toujours une attention particulière à ce que nous appelons commodément la religion. On peut appeler ça la religion, on peut appeler ça le confessionnel, on peut appeler ça comme on veut le spirituel. Parce qu'il sait que le spirituel peut générer des énergies potentiellement dangereuses pour la stabilité de l'État. Voilà pourquoi dans toute société, quel que soit son mode d'organisation politique, il y a toujours une surveillance de ses affaires. Quel est le problème qui se pose au Cameroun? C'est qu'on est passé d'un système régulé, plutôt fermé, qui permettait à l'État de surveiller aisément les courants spirituels et les courants confessionnels existants dans la société. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est celui de l'ultralibéralisme spirituel, où, évidemment, les choses deviennent de plus en plus éclatées. Chacun veut créer sa boutique, et ça pose un problème de régulation. Parce que quand il y a trop de boutiques, l'État ne contrôle plus rien. Vous comprenez? Pendant longtemps, des années 60, pratiquement jusqu'à la fin des années 80, on contrôlait autour de 3 pôles. Le pôle catholique, où c'est aisé, c'est ce que les États aiment en fait, parce qu'ils ont la même structure, c'est une structure centralisée, hiérarchique. Le pôle musulman, qui n'est peut-être pas aussi centralisé, mais qui est centralisé quand même. Le pôle protestant, qui est déjà moins centralisé, mais qui était encore gérable. L'explosion vient donc
de l'apparition des églises de réveil. Parce que les églises de réveil prolifèrent. Et ça fait que ça devient difficile de contrôler. Voilà pourquoi l'État régule l'accession à la légalité. Ce n'est pas en soi parce qu'il est contre les églises de réveil, c'est parce qu'il y a un problème de contrôle. Bon, on peut préconiser des solutions pour cela. Maintenant, les problèmes conjoncturels, c'est que les églises de réveil s'invitent dans la lutte politique. Il y en a qui sont, entre guillemets, favorables au pouvoir. Il y en a qui, de plus en plus, sont pénétrés par des intérêts politiques défavorables au pouvoir. Parce que les concurrents du pouvoir ont aussi trouvé que ça pouvait être un vivier politique, pour ne pas dire un vivier électoral. Voilà. Donc, il y a donc cette concurrence qui se joue. Maintenant, ce que le révérend dit, il y a des choses qu'il faut écouter. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il y a des choses qu'il faut écouter. Ce sont des questions qui se gèrent de manière très sensible. Parce que je vous ai dit, potentiellement, la religion, c'est du politique pur. Voilà pourquoi les pouvoirs essaient toujours d'avoir des relations aménagées, accommodantes avec les forces religieuses. Parce qu'ils savent que ces forces religieuses peuvent se transformer en forces anti-pouvoir. Il y a un problème avec la méthode à Tangandi. On va y arriver. Va-t-en-guerre. On va y arriver. Vous savez, lui ne parle pas comme ça. On va y arriver. Donc, il faut beaucoup de subtilité. Il faut beaucoup de subtilité. Pas nécessairement pour dire ce que les églises veulent entendre, mais au moins pour que ça ne dérive pas dans le désordre généralisé. En fait, aujourd'hui, il faut reconstruire le système de régulation. Comment? Il a dit quelque chose tout à l'heure qu'il faut prendre en considération, mais pas nécessairement pour arriver. Il a par exemple dit que les congrégations entre guillemets, se cachent derrière un décret. C'est la même chose qu'il faut faire pour les églises de réveil. C'est-à-dire qu'il faut les contraindre à devoir rendre compte. Ça veut dire que si elles veulent fonctionner, il faut qu'elles se mettent également dans des congrégations qui doivent être soumises au regard de l'État et qui également doivent servir de régulation pour que à l'intérieur, il n'y ait pas trop d'aventuriers. Voilà. D'aventuriers notamment de type sectaire. C'est vers ce type de régulation qu'il faut aller. Mais est-ce que tout le monde dans la communauté le veut? Je ne crois pas. Parce que chacun veut donc créer sa boutique. Non, professeur, Attendez. Demandé un conseil national de régulation. Nous l'avons demandé. Révérend. Oui. Ça n'exclut pas que chacun veuille créer sa boutique, puisqu'on voit les boutiques se créer tous les jours. S'il pouvait s'installer dans une seule église. Donc, commencez donc déjà dans votre milieu à activer donc ces formes de regroupement en mettant des règles de déontologie et des règles d'éthique pour gagner en capacité de négociation avec l'État. Alors, est-ce que ça veut dire que le combat qu'engage le ministre de l'administration territoriale est pris du mauvais bout? Ce combat ressemble à celui que le ministre de la Santé avait voulu engager contre le médicament de la rue. Il n'a pas abandonné, hein? Non. Même s'il a changé un peu de méthode. Oui, c'était un combat perdu d'office. Tout comme celui que veut engager le ministre à Tangandi est perdu d'office. Pourquoi? Si aujourd'hui on parle des églises de réveil et autres, nous-mêmes, dans cette corporation, nous sommes pointés du doigt. Vous avez souligné un concept important qui a été généré par l'État RDPC, la tolérance administrative. Non, en fait, c'est une escroquerie intellectuelle. On vous empêche d'exister légalement alors que vous souhaitez. C'est pas à vous que je vais enseigner ce que beaucoup de promoteurs de médias ont essayé de faire. Je fais le parallèle. Pourquoi les mêmes problèmes partout? On vous maintient... Alors, si demain un ministre de la Communication se lève pour fermer les télévisions, les radios qui n'ont pas de licence, combien en restera-t-il? Donc, ce n'est pas les demandes qui manquent. Est-ce que la volonté a manqué? Voilà. Pourquoi un chef d'État, 26 ans, puisque c'est lui seul qui peut donner ses décrets, peut ne pas en donner, alors que lui-même,
il tire de beaux avantages de ces églises de réveil. Et qu'il a demandé en 2013 qu'une enquête soit menée dans le secteur. Donc, la suite, c'est quoi? Alors, ce que le ministre Atangadi doit faire, il doit faire un travail de fond, rendre compte de ce qu'il a observé. Il arrive, il ira où? Il n'ira pas là-bas. Il n'ira pas là-bas. Ça... Il n'ira pas les fermer? Non, il n'ira pas les fermer. C'est compliqué. À Douala, le gouverneur du littoral, qui est le collaborateur d'Atangadi, est pasteur d'église de réveil. Donc, le gouverneur du littoral est pasteur. Je dis que le gouverneur du littoral, Baboke est pasteur d'église de réveil. Atangadi va aller où? Là, il n'y a pas dit qu'il va fermer tout ça. Non. Vraiment, soyons sérieux. Est-ce que cette fermeture sera encore qu'il y a des techniques pour est-ce que cette idée-là, que vous avez d'un État qui neutralise les gens, faites bien attention. Parce que vous ne verrez pas venir ce qui va vous surprendre. L'État n'est pas là pour neutraliser les citoyens. Là, il faut libérer. Il peut y avoir des sources. Non, il y a aucune source. Il y en a. C'est même eux-mêmes qui sont les sources de désordre. Monsieur, il y a dans vous avez l'agrégation, il y a des sources de désordre. Les sources de désordre qu'il y a. On est d'accord que les sources à ces sources de désordre qu'il y a dans les confessions n'équivalent même pas le 1/100 des sources de désordre qu'il y a dans leur gouvernement, les sources de désordre qu'il y a là-bas. Donc, il faut qu'ils neutralisent certaines. Ça, c'est de la défiance alors. Vous prenez ça comme vous voulez. Donc, il n'ira pas là-bas, ou il ira dans des églises à tête chercheuse. Parce que la plupart de ces églises qui sont vraiment structurées ont des gourous qui donnent des ordres à un niveau qui est supérieur au sien. Donc, il n'ira pas là-bas. Ce qu'on a indiqué ici, c'est que le problème, comment le régler? Puisqu'il est quand même établi que si on parle de nuisances sonores, c'est une réalité. Si on pense par des destructions familiales, c'est également des manipulations mentales. Jean-Jacques, ce sont des délits. On connaît le combat qui venait contre les vaccins. Jean-Jacques, vous parlez là des délits de droit commun. Même lorsque ces églises seraient légales, si elles commettent des délits, elles seraient poursuivies. Le décret ne viendrait pas vous... Vous voyez qu'il y a confusion. Voilà. Même si c'est l'église catholique qui fait du tapage, il faut la poursuivre. On peut avoir le décret, mais faire des dérives. Et on vous poursuit. Alors, le décret ne vous donne pas la liberté de faire des dérives. Si on s'arrête sur l'aspect que vous avez évoqué, la tolérance administrative, je vais encore convoquer avec la réalisation d'affichage d'un tableau qui montre un peu l'état des lieux au-delà des églises, mais les résultats liés à cette tolérance administrative, si vous prenez le secteur du gardiennage, les statistiques disent que 95% des sociétés de sécurité privée sont dans l'illégalité. Ce n'est pas de 2016. Moi, je viens de si on prend les agences de voyage, vous avez 86 seulement qui sont légales, pratiquement 518 qui ont été enregistrés. Les écoles, 250 sont en situation d'irrégularité, ne fonctionne. Vous avez les formations sanitaires, 3500 centres de santé clandestins, les centres de formation en santé, 1700 sont menacés de fermeture depuis 2000. L'éducation, 722 établissements clandestins à la rentrée 2024. Alors, vous avez ce tableau qui montre que ce n'est pas une société de maquis comme vous le faites. C'est un État féodal. C'est un État paresseux. C'est ça la réalité, un État qui ne fait le cas. Mais je vais vous prendre ça dans le jeu. Non. Attendez, pourquoi on n'a pas affecté 4 promotions de magistrats? C'était la tolérance administrative, c'était le maquis. Ces auditeurs de justice. Alors vous dites que c'est la paresse. C'est la paresse. On retient cela. Vous voyez que M. Mec lui-même il est complètement impliqué, intéressé dans le dossier. Donc je suis impliqué, n'est pas observé. Pourquoi? Non, en fait. Est-ce que je suis promoteur de l'église? Cette situation sur le tableau qu'on vient de présenter, qui montre quand même que la tolérance administrative à un moment donné peut devenir un problème. La tolérance administrative peut effectivement devenir un problème quand il y a une profusion de plus en plus incontrôlable. Mais c'est le tableau qu'on vient de montrer. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser non plus la profusion continuer comme ça. Il faut que l'État surveille. Maintenant, comme il y a prolifération, il faut donc faire un travail d'agrégation. D'agrégation, c'est-à-dire obliger les gens à se mettre ensemble et ensuite avancer dans la démarche de régularisation. Mais ça se complique avec le temps.
et avec la notion de vivrier électoral. Non, ça n'a même rien à voir. En fait, c'est quoi? C'est l'esprit de l'informel. Les magistrats voulaient être dans l'informel. Ça n'a rien à voir. Les magistrats. Oui. Attendez, vous confondez. Oui, je veux que vous me le disiez. Bon, je ne voudrais pas vous taquiner. Pour quelqu'un qui a un esprit philosophique, il ne faut pas faire de confusion. Je n'en fais pas. Donc, vous confondez. La dynamique souveraine, c'est une chose. La dynamique sociétale, c'en est une autre. Ce n'est pas la même chose. Donc, ça ne veut pas dire que la dynamique souveraine ne soit exempte de reproches. Mais ça veut dire que s'il y a des choses qui relèvent donc de problèmes là-bas, c'est différent de la dynamique sociétale. Parce que la dynamique sociétale, c'est la dynamique de base, c'est plus puissant. Et ça demande à être contrôlé parce que ça peut générer du désordre. Et un désordre puissant, beaucoup plus puissant que le désordre qu'il y a. Ça veut dire que le procès que le MINAT engage aujourd'hui, c'est un procès contre eux-mêmes. Qui ont laissé un décor de cette nature. Non, ce n'est pas... Non, réguler devient plus difficile maintenant. Non. Voilà les effets pervers des systèmes libéraux. Ça veut dire que quand vous dites qu'il y a la liberté a tendance à proliférer. Et si vous ne mettez pas, quand vous mettez en place la liberté, des cadres de régulation, la liberté là devient le désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit donc maintenant pour l'État. Attendez, il s'agit donc maintenant pour l'État de renforcer ces moyens de régulation. Mais pour renforcer les moyens de régulation, il faut de l'élégance ferme. Ou alors de la fermeté élégante. Ça veut dire, on pose le principe de la législation et de la réglementation. 2, on appelle donc les concernés à entrer en négociation. Et on leur recommande eux-mêmes de commencer d'abord à faire le nettoyage dans leur milieu en mettant en place eux-mêmes des codes de conduite. Et ils reviennent donc négocier avec l'État pour que ça ne crée pas de désordre. Merci pour ça d'avoir donné ce cours au ministre. Vous venez de lui dire ce que vous avez fait. Vous avez donné le cours à moi. Vous venez de lui dire, moi je ne suis pas ministre de la je ne suis pas ministre de la je n'ai pas besoin de ce cours. Je ne suis pas à l'école. Mais le ministre va à l'école. Vous ne voulez pas lui dire ça. Lorsqu'on observe ces tableaux qui montrent quand même que l'État pendant longtemps a laissé faire, on ne sait pas trop pourquoi, et que la tolérance administrative a été érigée en mode de gouvernance. Aujourd'hui, réguler devient compliqué. Et donc le combat d'Atanganzi et d'autres membres du gouvernement, ce combat-là est très compliqué maintenant. Lorsque vous parlez de l'État laisser faire, puisque l'État connaît le nombre de structures illégales, mais n'a pas agi. Dans le cas de l'éducation de base, où je professe, que je connais particulièrement pour les questions d'établissement clandestin, il y a comme un jeu de chat et de souris entre l'État et les promoteurs de ces établissements-là. L'État étant le chat, s'il vous plaît, chaque année, il y a des descentes sur le terrain. Parce que qu'est-ce que les citoyens font? Ils adressent une demande de création des établissements. Après étude du dossier, avec des sites bien identifiés, avec des descentes sur le terrain, on leur donne l'autorisation. Sauf qu'ils rentrent avec l'autorisation, ils prennent la chambre du quartier et commencent à vous sectionner en salle de classe. Forcément, l'État va interdire une telle école parce que déjà sur le dossier, généralement, le site n'est pas le site indiqué. En plus, cette chambre ne répond pas à la norme qui voudrait que une école normale ait. C'est-à-dire l'espace de l'aire de jeu, sur la base que l'enfant c'est le jeu. Il y a toujours un espace réservé pour le jeu, pour d'autres activités. Et les salles de classe ont des dimensions bien requises. Si ce genre de situation arrive, ce n'est pas parce que l'État a demandé aux citoyens de le faire, ce n'est pas faute d'avoir interdit. Et si les lois existent, justement, c'est parce qu'il y a on sait ontologiquement que les hommes ont tendance à aller à la marge de la règle. C'est pour cette raison qu'il y a la régulation. Est-ce que parce qu'il y a cette tolérance administrative ou bien il y a des établissements clandestins, moi je ferai autant? Je dis non.
En revanche, pour revenir au problème des églises, tout à l'heure, professeur expliquait quelque chose de très pertinent qui voudrait que les gens s'adossent au niveau des congrégations. Sauf que ce que nous observons, ces gens qui vont créer leur boutique sortent des congrégations. C'est ça. Ils sont dans une chapelle. Après un certain niveau, ils vont créer leur part. Parce qu'ils se rendent compte que c'est générateur de revenus. C'est juteux. C'est juteux. Ils vont aussi porter de belles vestes. Ils vont aussi acheter de belles voitures. Ils vont aussi voyager. Ils quittent la congrégation pour aller créer sa part de boutique. Quand vous allez leur demander de revenir à l'ancienne boutique, est-ce qu'il va s'entendre avec celui qui l'a formé? C'est caricatural, mais c'est malheureusement la réalité. C'est caricatural, mais c'est malheureusement ce que nous vivons au quotidien dans nos quartiers. Chacun d'entre nous sait au moins que quand il dort la nuit, il y a des délivrances qui se passent autour de lui, dans des chapelles. Entre guillemets. Oui, bon, des scènes de délivrance qui se passent notamment dans les chapelles. Parce que chacun veut avoir sa boutique. Le défi, le challenge maintenant, reviendra à cette partie. Parce que tout à l'heure, j'ai lu sur votre tableau, en 2022, il y avait 690 demandes. Et 72 seulement existent légalement. Est-ce que les 626 restantes vont accepter d'aller s'accoler ou bien s'adosser? Non, c'est une question de philosophie. Non, je me pose la question. Voilà. Non, ce n'est pas des fusions impossibles. Parce que même si vous prenez à partir du calvinisme, la naissance de l'autre, il y a toujours des désagrégations. Il y a des points communs. Donc, est-ce que celui-là que vous leur proposez? Est-ce que cela... Non, c'est pour leur permettre. C'est ça le problème. Non. Parce que demain, dans ces 690, on peut enlever les églises confessionnelles, les églises conventionnelles qui existent. Vous allez voir que les 680 autres vont se dupliquer. Bien sûr. Parce que chacun ira créer sa boutique. Il faut à un moment donné que l'État sévisse afin qu'il revienne autour d'une table pour trouver une voie de consensus. Pas seulement parce que les pasteurs veulent leur intérêt. Vous ne pouvez pas sauver les gens désespérément au détriment des autres personnes. Parce que quand vous observez ce qui se passe dans la société, M. Jean-Jacques, nous avons plus des cas, il a dit c'est des cas marginaux. Sauf que ça existe. On ne va pas non plus passer tout le temps à mettre les pasteurs en prison parce qu'ils ont interdit à tel de se faire soigner parce qu'ils vont le ressusciter. Nous avons vu des cas où les corps ont fait des mois dans une chambre parce qu'ils attendaient la résurrection. Donc, il est important que ces hommes de Dieu essaient de voir en eux-mêmes, essaient de se réfléchir que si dans une société où nous avons peut-être 1000 habitants, il y a 100 églises, ça pose aussi un problème. C'est de vous mettre ensemble pour permettre de mieux réguler. Oui, allez-y, je vais commencer par l'intervention du professeur. Il a dit quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, il y a comme une peur. Il a parlé du politique et du religieux. Il a dit, dans ces mouvements, ces églises, on constate qu'il y a des enjeux politiques, pour paraphraser ce qu'il a dit. Voyez-vous, vous nous appelez des boutiques, parce que vous vous êtes dit, vous nous avez c'est l'impression que vous donnez au Camerounais. Non, c'est pas ça. Allez-y. C'est pensé, c'est systémique. On a voulu façonner ces gens, nous autres, comme étant ceux qui n'aspirent pas à des responsabilités. C'est pour cela que quand il dit, on constate aujourd'hui qu'il y a à l'intérieur des velléités à caractère... Donc, vous croyez que je ne suis pas citoyen camerounais pour faire politique? Mais ça, vous devez vous servir de l'église pour faire la politique. Non, écoutez un peu. Pendant que ailleurs, nous avons l'ambassadeur des États-Unis en Israël qui est un pasteur baptiste. Et vous pouvez penser que nous sommes réduits à dire Alléluia, Amen du matin au soir. Et comme nous n'avons pas... Non, écoutez, c'est justement ce que nous constatons. Et c'est pour cela que ça pose problème. Mais vous faire des églises... Vous avez entendu qui prêchait. Vous avez vu le docteur Charles Somba. Aujourd'hui, des partis politiques, même celui du pouvoir, en ont fait l'inscription sur les listes électorales un projet politique, ce qui n'en est pas un.
c'est le docteur Tchadé Somba 2004-2011 qui commence à nous inviter que les chrétiens sont des citoyens, allez vous faire inscrire. Aujourd'hui, vous en faites tout un projet politique. Il voulait devenir président ou préfet ou je ne sais pas quoi, mais non. Nous avons milité pour vous, madame. Nous avons aidé à construire votre règne, madame. Vous ne pouvez pas vous permettre ici à nous appeler pour boutique. Ce n'est pas ce n'est pas vous n'avez pas amené les idées. Je vais vous expliquer. Monsieur le révérend, je vous ai parlé de boutique. Je dis donc une chose qui est assez claire. Nous avons contribué. Nous ne sommes jamais opposés. Nous avons contribué à bâtir ces 42 ans avec vous. Sans être... vous êtes du je parle concrètement. Madame, lorsque nous étions en train d'appeler aux écoutez, sur les listes électorales, vous n'avez pas traité que nous sommes des boutiques. Pendant 2 élections, vous ne saviez pas au RDPC qu'on appelle, vous ne savez pas au RDPC qu'on appelle en 2004, en 2011, vous ne savez pas qu'on a parlé à Couronne. Mais non, laissez-moi. Vous jugez que quelque chose qui nous permet d'avancer. Vous jugez que face à cette situation, vous ne vous organisez pas en congrégation. Ce n'est pas à nous de s'organiser. Nous avons demandé un conseil national de régulation. Oui. À plusieurs reprises. Vous allez, on ne vous répond pas. Comment vous voulez, comme Béraud le disait, vous allez sur la bannière de quelle structure? Écoutez, quand vous allez demander ce conseil, il y a beaucoup de plateformes. Oui. Il ne manque pas de plateformes. Allez au MINAC, il y a des plateformes reconnues. Il y en a peut-être 5 ou 6 ou 7 qu'il faut simplement organiser, les convoquer. C'est à vous, non? Non, c'est pas à nous. Organiser. Non, c'est pas à nous. Nous avons déjà des plateformes. C'est le MINAC qui règle au Nigeria. C'est l'État. Réduisez encore le nombre. Pardon? C'est encore beaucoup. Écoutez, au Nigeria, c'est l'État. Oui. En RDC, je cite là 2 pays où, franchement, ça... Mais écoutez, vous ne pouvez pas vous lever comme pasteur et dire n'importe quoi au Nigeria. C'est vos pères. Alors que au niveau de la arriver à un ou deux. Écoutez, ce n'est pas qu'ils se sont levés. Ça veut dire qu'on a pris plusieurs plateformes avec le concours de l'État. On a mis en place une structure de régulation. Réduisez encore le nombre. Je vais vous dire, même un leader comme Tibi Joshua, quand il y a eu la structure va et parle avec l'État par rapport à certaines dérives, on appelle les uns et les autres à la... Pourquoi vous n'avez pas, vous, à l'intérieur des organes de régulation, à partir de vous-même? Non. Lorsque vous voyez des églises... Vous voulez qu'on devienne un État qui laisse mourir les gens à l'intérieur, vous-même... Non, écoutez, vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis. Vous voulez enlever la responsabilité de l'État. Je suis prêt à vous. Pas du tout. Oui. On n'enlève aucune responsabilité de l'État. Oui. Je viens à vous maintenant. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne vous organisez pas? On a dit les 6-7 plateformes, ça fait beaucoup. Ça fait un peu désordre aussi. Écoutez, vous nous réduisez si vous parlez, et pourquoi vous ne vous organisez pas pour traquer celles des églises qui sont au cœur des dérives aujourd'hui? Écoutez, à l'intérieur, dans ces différentes plateformes, il y a des règles qui sont respectées et les gens sont sanctionnés. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que l'État nous donne un statut et mette un statut. C'est pour ça que je vous demande de réduire encore le nombre. Non, 7, c'est encore beaucoup. Non, écoutez, 7, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Revenez à une ou deux. Non, ce n'est pas à nous de revenir à une ou deux. C'est à vous d'abord. Non, professeur, c'est à l'État de convoquer ces plateformes, de nous faire asseoir. Mais justement, vous avez donc raison qu'il y a un manque de volonté de la part de l'État d'assumer ses responsabilités, de réguler et de mettre en place des structures qui peuvent permettre à ce que un corps de métier puisse être dignement exercé. Et au lieu de le faire, on passe plutôt à une forme soit de chantage, soit d'intimidation, avec des menaces, comme si nous étions des Camerounais de second plan, où on peut arriver un matin, on nous ramasse, on nous jette comme ça. Et, attention. D'accord. Je lis quelques messages et vous allez réagir. Que le pasteur explique c'est où là l'action
des détournements, je ne sais pas trop de quoi il parle. Bonjour, bon dimanche à vous. C'est dit depuis Colbison. Moi, je suis d'accord avec le ministre pour la fermeture des églises de réveil, car c'est même pasteur, mon prix, ma copine. Non. Chacun a son problème. Mon prix, ma copine, pourrait imposer un fil d'église que le pasteur explique l'action des pasteurs qui détournent les femmes d'autrui. Bonjour. Et à ton panel, même les mosquées font des nuisances sonores. Michel depuis Ngomdouma, là c'est dans les profondeurs là, de Doumentan, au village là-bas. Bonjour le panel, très bonne émission. Je suis de ceux qui soutiennent le ministre, ces églises dites de réveil qui troublent la tranquillité des familles dans les quartiers. Le pasteur sur le plateau doit fermer Alaï Dodia. Très bonne analyse de Madame Fatima Tou et du prof. Ça nous dérange. Ils doivent fermer. Alors, tout ce que le porte-étendard des églises de réveil avance là ne sont que des logorées prolixes, des logomachie creuses. Ces églises essentiellement mercantilistes ont contribué à la déstabilisation des couples et portent atteinte même à la sûreté de des problèmes. Dit quoi? Si je dis que s'ils ne savent pas garder leur femme, moi j'ai la mienne, je sais la garder. Mais les femmes sont soumises à la tentation là-bas à l'église. Écoutez, dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Les rencontres hommes-femmes produisent toujours, là je parle de la société, produisent toujours un certain nombre de faits, soit négatifs, soit positifs. Même quand le peuple d'Israël est quitté de l'Égypte pour Canaan, et il y a eu des accointances entre des peuples étrangers sur le plan des relations sexuelles. D'accord. Demandez au type qui est près du pasteur. Près du pasteur. Le pasteur de prendre la feuille et un stylo quand le prof parle, puisque ce type confond les choses. Demandez, l'église, c'est le Paris foot au Cameroun, l'Irish de Bilongo. Ouh là là. Quelqu'un qui a ce langage là, il sait même comment on prend le stylo lui. Il écoute même son nom. Bonjour le panel, les Camerounais ont les problèmes de chômage, d'insécurité, de la vie chère, de route. Le gouvernement nous distrait avec les ONG et les églises. C'est Emmanuel qui le dit. Sacré prof, Mathias Eric Orangini, que Dieu te bénisse. C'est Bala qui écrit. Bonjour à tous, c'est long là. Bonjour à tous sur le plateau. Un bonjour très particulier à Blériot. Voyez comment le pasteur se bat à vouloir nous faire comprendre que ces illuminés de la foi veulent continuer à tout prix et à tous les prix de torturer les Camerounais avec leurs désordres sonores, séparer les familles avec les prédictions imaginaires, s'enrichissent sur la pauvreté de leurs clients qu'ils appellent fidèles. Et ce qui est pire, c'est qu'ils parlent de vivier électoral, ce qui veut dire qu'ils demandent au RDPC de continuer à fermer les yeux sur leur illégalité en contrepartie de leur vote. C'est tellement incroyable de voir ça. Nous, population, nous sommes contre les brocantes, à la fois vivement que le ministre déploie ses serpents pour effacer cette menace qui détruit à petit feu notre société. Pour leur Kamga, depuis Ekounou, qui semble dire que ton combat c'est... Écoutez, je parle de la main au air. C'est comme l'erreur, je parle à des intelligences, je parle pas des gens qui sont assoiffés de voir. Est-ce qu'en fermant les églises, il aura un emploi? Son cousin aura un emploi? Nous sommes un corps, nous respectons les institutions, nous incarnons une vision de la chose de Dieu. Nous assumons ce que nous faisons avec nos dérives et nos qualités. Alors, il n'est pas question ici de vouloir convaincre qui que ce soit. Il est question que nous faisons partie prenante de la société camerounaise et nous assumons. Le Cameroun ne peut pas se faire sans nous. Bonjour sur le plateau. Le pasteur a raison, car les textes sont clairs sur la durée du retour. Voilà. Autrement dit, il faut savoir que tous les domaines d'activité au Cameroun fonctionnent sous couvert une principale école, microfinance, etc. Ce pays et ses administrateurs sont caractérisés par la léthargie, du je m'en foutisme, du nombrilisme, etc. Bonjour le panel, ce pasteur est... vous parlez qu'il n'est pas un farceur.
Non, on ne dira pas ça. Les congrégations sont-elles des églises? Moi, je n'ai pas un problème. Écoutez, je n'ai pas un problème pour me critiquer de tout, mais j'assume ce Mais qui nous sommes habitués. Vous le faites sur le plateau, les gens le font au quartier, ça nous fait rien, on est habitués. Non, ne vous agitez pas. Voilà. Seulement. Le Minata a raison, les familles en souffrent. Et les nuisances sonores nous ont enlevé toute paix dans les quartiers. C'est signé Maurice Préfet également sans nuisance sonore, non? On est obligé de placer les gros baffles à l'extérieur. Ok, oui, là-dessus, j'avoue qu'il y a quand même certains qui exagèrent. Et aussi, c'est un problème de moyens. Il y a des langages là-bas qu'on ne comprend pas. Justement, parce que c'est le problème, c'est que les gens parlent d'argent. Si on avait autant de moyens qu'ils prétendent, on aurait fait des salles insonorisées où on peut crier. Mais est-ce que vous êtes obligé de crier pour prier Dieu? Non, c'est une forme de culte. Non. Écoutez. Je vais vous dire ceux qui comprennent l'histoire des religions, on ne s'attaque pas aux formes de culte. C'est une forme de culte. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque les musulmans font 40 jours de jeûne, les 2 semaines, 30 jours, les 2 semaines, les 1-2 semaines, je veux dire les 3 jours qui suivent, ils crient toutes les nuits. Ils font des invocations. Vous ne pouvez pas empêcher à un mode de culte d'exister. Mais si ce mode perturbe la quiétude des autres. Demandez donc à celui qui a légalisé. C'est dans le dossier, vous dites qu'on va mettre les baffles dehors. Non, écoutez, nous ne devons. Bon, est-ce qu'une librairie doit mettre les baffles dehors? Non. Est-ce qu'un bar doit mettre les baffles dehors? Non plus. Est-ce que on appelle comment l'église c'est le non. Est-ce que l'homme doit mettre les baffles dehors? Vous imitez le mauvais exemple. Non, écoutez, si nous voulons aller dans ce sens des nuisances sonores, moi j'avoue que nous exagérons un peu. D'accord. Mais que ce ne soit pas un prétexte de venir effacer et de s'attaquer à une forme de culte, c'est un blasphème, je le dis. Et j'assume ce que je dis. Que c'est un blasphème. Comme on a donc voir pourquoi une librairie peut chanter à 7 h du matin, venir acheter des livres et ça ne gêne personne. Pourquoi est-ce qu'un bar, pourquoi est-ce qu'un citoyen peut se retrouver dans un bar à 7 h du matin et chanter, danser, ça ne gêne personne? Pourquoi est-ce que... tout cela ne respecte pas la réglementation. Ça gêne forcément. Nous sommes dans cette institution morale que nous sommes. Oui. Nous demandons à l'État, au ministre, au lieu de nous menacer. Voici, moi, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas anodin de parler de ces choses à 1 an des élections. Vous avez vu un homme politique est sorti, il a dit que lui va défendre. Et je peux vous dire, ça circule dans nos milieux. Ok, il y a quand même quelqu'un qui pense à nous. Et ce n'est pas ce que... Sur le plan politique, vous l'avez déjà dit. Oui, et je dis clairement que... Tout très rapidement, on sort par là. Sur cet aspect... Une litanie de « je vous ai suivi, on a milité pour vous ». Faire des inscriptions sur les listes électorales, c'est un acte citoyen. Et rien n'indique vous avez découvert il y a en 2018. Et rien n'indique que la personne qui s'inscrit va forcément voter pour vous. Donc c'est un acte citoyen. Militer dans le RDP, c'est une bonne chose. Mais militer dans le RDP, c'est pour défier les lois de la République. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que nous pensons que être militant du RDPC, ce n'est pas obtenir des passe-droits. Nous vous remercions pour avoir voté pour nous, tel que vous le dites. Mais à un moment donné, aider l'État à faire ce que vous critiquez. Que l'État nous aide à devenir encore sérieux. C'est de ça et puis ce que vous critiquez depuis un moment, à construire une république, si ce n'est parfaite, acceptable. Et la république acceptable ne peut se construire que dans le respect de la réglementation. Alors pour comprendre ce qu'il a tout dit. Tout à l'heure, on a dit, on a regardé le tableau, il y a 690. Et chacun vit dans cette société. Les églises, nous n'avons, personnellement au RDPC, je vous dis, nous n'avons rien contre les églises. En revanche, quand vous observez vous-même qu'il y a 626 choses entières, 628 qui sont illégales et qui sont l'émanation des grands courants de pensée chrétienne, il est encore facile, s'il n'y a pas un autre intérêt, pour ces sauveurs des âmes à se mettre ensemble. Peut-être ils peuvent s'entendre sur les quotas de partage
que, bon, si on a la possibilité d'avoir telle chose, qu'on puisse partager équitablement. Partager le marché. Vous êtes en guerre. Si j'ai une église, je peux ramener mes fidèles vers l'autre, vers la maison mère d'où je viens, afin parce qu'on ne peut pas. C'est incroyable que on sort de cette thématique. À chaque pas, on trouve une église. L'État ne va pas aussi rester. Beaucoup d'âmes à sauver. Si attend l'église, c'est qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup d'églises à Yaoundé. Allez à Bamenda, dans la zone. On va sortir de là. Moi qui me permette. Ce que je voudrais dire. Chutez par là, madame. Il y a la tolérance administrative telle que vous l'avez dit. Il faut bien qu'on commence quelque part. Et que ce travail qui est en train d'être fait au niveau des ONG pour lesquelles vous n'avez pas voulu qu'on parle, dans les églises, que ça soit fait dans tous les autres corps de métier pour essayer d'assainir la vie publique, pour permettre aux citoyens de vivre paisiblement. Alors j'espère qu'il n'y aura pas très bientôt une grande prière des églises de réveil pour la paix, pour le chef de l'État. Il ne faut pas annuler ça, hein. On a été habitué à ces grandes prières-là. Bonjour les panélistes, on sort justement de ce thème. Un salut spécial à mon petit frère Onangini. L'Ominat a pleinement raison. La croyance n'est pas dans les bruits. Et notre frère expert en affaires sociales ne comprend rien. L'Ominat n'agit pas à son nom. C'est l'État du Cameroun qu'il représente. Ces églises de réveil sont devenues un commerce et détruisent les mariages. C'est un fait des mariages. Ils sont des bandits à col blanc que le MINAD fait cette ouverture d'escroquerie. Oui, lui qui est expert des sciences sociales, il devrait regarder cette affaire de destruction des mariages. Bonjour le panel au Cameroun, quand c'est la crise, on crée nos entreprises qu'on appelle églises et nos clients ont des valises d'Arel. Le panel, très bonne émission que le ministre Atangandi régularise la prolifération des partis politiques aussi, qui est créé à leur guise. Pascal depuis Monatélé. Bonjour Jean-Jacques, s'il vous plaît, enlevez le pasteur là. Non, du plateau. Comment quelqu'un n'a pas d'agrément, des choses très pertinentes. Vous n'avez pas d'agrément. Donc, vous ne pouvez pas être là pour livrer une église fermée et une boîte de nuit ferme également. Qu'on doit également fermer les boîtes de nuit. Bonjour à vous sur le plateau, très belle et charismatique, la dame du RDPC, Willy depuis Sangmelima. Rien d'autre. Hein? Rien d'autre. Tout simplement, bon début d'après-midi sur le plateau, le voilà pasteur. Être un bon chrétien ne fait pas de faveur en respectant les normes établies par la réglementation en vigueur. Emmanuel Bamal de Fougerolles. Nous, on a retenu que vous voulez qu'on signe le décret. Ces églises sont des entreprises de désordre, d'escroquerie. Il faut fermer ces églises qui n'aident finalement personne. On ne peut pas lire tous ces messages qui sont nombreux. On retient justement que vous campez sur votre position. Il faut le décret. Il faut le décret. Il faut une structure de régulation accompagnée par l'État. Il faut un statut des hommes de Dieu qui permettra à ce qu'on identifie qui est réellement un vrai ou un faux. C'est de ça qu'il est question. Les hommes de Dieu. Oui. Une respiration. Quand on voit les pasteurs, c'est fort.